L'Ukraine, qui s'était elle-même portée comme soutien des terroristes dans le nord du Mali, a été portée au Conseil de sécurité par la voix du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ceci dans un communiqué conjoint signé par les ministres des Affaires étrangères de ces différents pays. Il est question pour eux de demander au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des mesures fortes contre l'Ukraine au vu de ce soutien affiché pour le terrorisme dans le nord du Mali, mais surtout dans le Sahel. Après cette saisine du Conseil de sécurité, que peut-on attendre en réalité de celui-ci quand on sait qu'il est formé de plusieurs pays comme la France, qui était par le passé porte-plume de plusieurs parmi les pays du Sahel? Eh bien, on en parlera dans le cadre de cette émission. On en parle aussi du rapprochement entre Benghazi et Niamey dans cette émission Regard panafricain qui démarre tout de suite et qui reçoit Dr Sango. Il est politologue et internationaliste. Merci d'être là, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Madame Bégoudé et bonsoir aux multiples téléauditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à la galaxie panafricaniste, bonsoir à la technique et merci encore de m'avoir convié à cette autre émission du Regard panafricain dans l'optique d'apporter quelques esquisses de réponse à ces deux problématiques que vous avez décidé de mettre sur la table de l'analyse. Et merci d'être là, on démarre juste après cette transition. Merci de nous regarder sur nos différentes plateformes internet For You Media Africa, de nous écouter à travers notre fréquence, la 96.3 FM, et de nous recevoir chez vous sur vos petits écrans. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau dans le cadre de ce programme Regard panafricain. Nous parlons en une de ce rapprochement entre Benghazi et Niamey. On parle évidemment de la Libye avec les autorités militaires qui règnent justement sur cette ville-là, siège du pouvoir militaire et du gouvernement de l'Est, on peut l'appeler ainsi. En tout cas, les autorités nigériennes sont pour la deuxième fois cette année seulement sur ce territoire afin de discuter avec les autorités de Benghazi. Peut-on s'attendre à ce que sécurité, commerce et souveraineté soient au menu des échanges? En tout cas, on revient sur les différentes discussions. Docteur Sango, comment déjà sur le plan international interpréter les rapports qui existent aujourd'hui entre le Niger et une partie de la Libye? Déjà, vous avez très bien fait d'indiquer une partie de la Libye parce que quand on parle du rapprochement Niger-Libye, c'était comme si la Libye était un État normal. Il faut rappeler que la Libye est aujourd'hui balkanisée. Il n'y a pas un seul gouvernement, il y a deux gouvernements qui gouvernent la Libye aujourd'hui. Un gouvernement reconnu par la communauté internationale d'un côté, qui est basé à Tripoli, et un autre gouvernement qui est basé à l'est de la Libye et qui est porté par le général Haftar. Donc le rapprochement que nous sommes en train de voir aujourd'hui est un rapprochement d'une partie de la Libye, c'est-à-dire cette partie de la Libye qui est dirigée par Haftar, qui veut aujourd'hui se rapprocher avec le Niger à l'effet de voir dans quelle mesure ils peuvent coordonner leurs relations dans l'optique d'éradiquer le terrorisme qui a été installé et instauré dans cette sous-région par les intérêts des puissances occidentales. Donc il faut dire que c'est un rapprochement qu'il faut mettre sous le prisme idéologique parce que lorsqu'on voit les deux gouvernements qui s'opposent aujourd'hui en Libye, il y a deux n'est-ce pas, idéologies qui s'y opposent. C'est en quelque sorte une guerre interposée qui se passe aujourd'hui en Libye. Lorsque vous voyez le gouvernement qui est à Tripoli, c'est le gouvernement qui reflète fondamentalement l'idéologie occidentale, et le camp de Haftar, c'est en quelque sorte le camp qui pense que les choses ne devraient pas se faire comme le pensent les puissances occidentales. Haftar est beaucoup plus adossé vers l'idéologie de l'Est, c'est-à-dire lorsqu'on voit les partenaires et les alliés qui supportent les uns et les autres, Haftar bénéficie d'une part, n'est-ce pas, du soutien d'un pays comme la Russie. Donc cette façon de faire peut donc s'expliquer aujourd'hui
à travers ce rapprochement que nous vivons avec le Niger, étant donné que le Niger est dans une dynamique, n'est-ce pas, de confédération d'États qui brille par une idéologie qui est connue par tous, c'est-à-dire une idéologie souverainiste et qui est aujourd'hui accompagnée par un pays qu'on appelle la Russie. Donc ce rapprochement mérite d'être inscrit dans cette logique-là, dans cette dynamique qui consiste à se mettre ensemble idéologiquement dans le sens, n'est-ce pas, de renforcer les rapports de force sur le terrain. Merci à vous, docteur Sango. Alors, au menu des échanges entre les deux, entre Benghazi et Niamey, on rappelle qu'il y a eu cette possibilité d'échange d'informations, de renseignements sécuritaires, mais aussi des patrouilles mixtes dans la zone qui pourraient être mises sur pied au fin de veiller au grain dans les différentes frontières entre les deux pays, sachant ô combien l'insécurité a souvent été grandissante de ce côté-là, même si les autorités nigériennes tentent de contenir le mal terroriste, on va le dire ainsi. Quelle plus-value pour la sécurité dans le Sahel à l'aune de ces discussions? Je pense que si ce rapprochement vient à se concrétiser, il y aura une sorte d'avancée significative dans la lutte contre le terrorisme, parce que ça va permettre à ces deux pays, n'est-ce pas, de résoudre un problème fondamental qui est celui de l'interterritorialité. Parce qu'il faut le dire, hein, depuis que le Niger et les États de l'AES, c'est-à-dire le Mali et le Burkina Faso, ont décidé de se mettre ensemble, leur combat est de plus en plus difficile parce qu'il y a des immixtions de terroristes qui viennent des alentours. Et parmi les pays où ces terroristes-là proviennent, il y a bel et bien la Libye qui est devenue, depuis la mort du président Kadhafi, un État vassal, un État presque chaotique, un État à partir duquel les djihadistes et les terroristes, n'est-ce pas, partent pour faire leur immixtion dans cette sous-région, du Sahel. Il faut rappeler que si la sous-région du Sahel a dégénéré davantage dans ce chaos que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui, c'est fondamentalement et surtout parce que on avait tué Kadhafi, parce que la mort de Kadhafi a une conséquence étroite, directe avec ce qui se passe aujourd'hui comme terrorisme dans cette sous-région. Or, avec ce rapprochement entre une partie de la Libye et le Niger, ça va permettre donc aux autorités nigériennes et derrière les autorités nigériennes, les autorités de l'AES en général, d'avoir, n'est-ce pas, un certain droit de poursuite, de pourchasser ces terroristes-là dans une partie de la Libye. Et nous savons que l'est de la Libye, c'est la partie la plus riche de la Libye. C'est la partie pétrolière de la Libye. Et c'est dans cette partie-là que sévit fondamentalement les terroristes. Donc, cette alliance, ce rapprochement, au cas où il vient à se réaliser, je pense que sur le plan des rapports de force, il y aura des conséquences positives sur le terrain en termes d'éradication du terrorisme. Mais aujourd'hui, docteur Sango, des observateurs voient la main de la Russie planer au-dessus de ce rapprochement entre les autorités de Benghazi et les autorités de Niamey. Oui, je pense qu'il ne faut pas toujours voir les choses sous cette grille de lecture. Penser que les Africains ne peuvent pas aussi penser des initiatives stratégiques en termes d'alliance. Ce discours-là, à mon avis, est un discours qui vise à infantiliser l'Afrique une fois de plus, à montrer que 65 ans après les indépendances, l'Afrique ne peut pas vivre sans maître. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, et c'est ça le discours qui est présenté par les puissances occidentales, à dire que si l'Afrique aujourd'hui est en train de s'émanciper et montre de plus en plus les velléités de souveraineté, c'est justement parce qu'il y a la Russie qui l'influence, n'est-ce pas, de manière implicite. Je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que lorsqu'on voit le contexte qui caractérise le continent africain aujourd'hui, lorsqu'on voit les enjeux qui traversent les États et les gouvernements africains aujourd'hui, lorsqu'on voit l'éveil de la population qui n'est plus cette population de 1960 et qui est aujourd'hui informée des grandes problématiques des gouvernements, tant sur le plan interne que sur le plan international,
on peut être amené à dire que l'Afrique peut aujourd'hui poser des actions volontaristes et sans toutefois être collée par des puissances occidentales. Donc la Russie aujourd'hui est un partenaire. La Russie est un partenaire et la Russie n'est pas comme un maître, contrairement aux puissances occidentales. Les États de l'AES ont décidé de faire de la Russie un partenaire dans l'accompagnement de cette bataille de libération. Étant donné que les intérêts, la philosophie et l'idéologie de ces deux entités, c'est-à-dire les États de l'AES et la Russie, coïncident un tout petit peu sur le plan international. Ce n'est que normal que ces deux pôles-là travaillent ensemble. Parce que les alliances comme les coalitions, du point de vue politologique, sont des alliances qui se nouent souvent lorsque vous avez un rapprochement en termes d'intérêts. Vous ne pouvez pas nouer des alliances lorsque vous avez des intérêts totalement dichotomiques. D'accord? Donc aujourd'hui, moi je pense que la Russie, s'il faut davantage l'évoquer dans cette bataille de libération des États de l'AES et de l'Afrique même en général, c'est dans le sens du partenariat. C'est dans le sens du partenariat et non dans le sens paternaliste. D'accord? Donc moi je ne suis pas en train de voir derrière ça une main cachée de la Russie. Moi je pense tout simplement que c'est la continuité de la logique et de la cohérence qui voudrait que les États et les puissances qui ont des mêmes idéologies, qui partagent les mêmes valeurs, qui voient la vie politique de leurs États de la même façon, que ces États se mettent ensemble pour travailler ensemble et faire face à ces autres États qui ne veulent pas que leur État se développe. C'est pour cela que nous disons que aujourd'hui en Afrique, on a besoin de ce rapprochement des États qui voudraient que l'Afrique prenne son destin entre ses mains. Donc la Russie, il faut laisser la Russie là où elle se trouve. Elle est en Afrique dans le sens des partenariats économiques qui sont des éléments stratégiques des relations internationales. Elle n'est pas là pour influencer, elle n'est pas là pour exploiter, elle n'est pas là pour faire main basse aux richesses des États africains. Parce qu'il faut rappeler que tout ce que l'Afrique regorge en termes d'avantages comparatifs, la Russie l'a dans son sous-sol. Donc la Russie n'est pas comme les puissances occidentales qui viennent en Afrique pour les richesses africaines, mais elle est là parce qu'elle voudrait que l'Afrique aussi se libère et devient de plus en plus de façon bénévole dans la scène internationale comme un véritable acteur. Ce n'est pas bénévole. Ce n'est pas bénévole. La Russie a un intérêt, mais sauf que l'intérêt de la Russie n'est pas totalement dichotomique aux intérêts des États africains. Quel est l'intérêt de la Russie, par exemple? C'est contrecarrer l'idéologie occidentale qui a été démontrée sur le plan des relations internationales comme un véritable cancer de développement des États. D'accord? Il faut rappeler que toute la philosophie de la Russie est basée sur sa politique étrangère qui n'est rien d'autre que travailler pour l'émancipation ou l'avènement d'un monde multipolaire. Or, un monde multipolaire ne saurait se réaliser tant qu'il y a encore à travers le monde des États qui sont sous la néocolonisation, des États qui sont encore influencés par l'impérialisme, des États qui sont encore dominés par des puissances occidentales. D'où donc la présence de la Russie en Afrique. Parce que pour que son projet de l'avènement d'un monde multipolaire se réalise davantage, il faut fondamentalement qu'elle travaille aux côtés de l'Afrique pour que l'Afrique se libère. Il ne faut pas oublier sa formule phare de son président Vladimir Poutine qui disait que pour fragiliser l'idéologie occidentale et fondamentalement un pays comme la France, il ne suffit pas de prendre les armes pour leur faire la guerre. Il suffit tout simplement d'accompagner les États africains à prendre en main
leur souveraineté. Merci Docteur Sango pour cette lecture. Nous reviendrons certainement tout à l'heure encore sur l'apport de la Russie dans cette relation aujourd'hui entre la Libye et le Niger. On rappelle aussi que les relations entre les deux pays, ou du moins entre les deux nouvelles autorités, que ce soit du Niger ou encore de Benghazi par exemple, permettent aujourd'hui de façon inédite de former ce qu'on appelle une alliance autour de la frontière entre le Niger et la Libye, qui géographiquement est souvent considérée comme un point d'infiltration des terroristes, par exemple, des étrangers armés. Ceci pourrait donc, enfin, c'est l'impression, ou alors c'est peut-être l'analyse qu'on pourrait faire, docteur Sango, que c'est un nouveau pas franchi pour les autorités du Niger en quête de résolution de la crise sécuritaire. Mais pourquoi forcément les autorités de la Libye, alors que vous disiez tout à l'heure, par exemple, que le terrorisme émane aussi de cet éclatement de ce pays? Oui, les autorités de la Libye, d'abord parce que la Libye est frontalier à ces États de l'AES et fondamentalement à un pays comme le Niger. Il y a d'abord l'élément, n'est-ce pas, transfrontalier qui joue un rôle important sur le plan stratégique et même géopolitique. Donc, lorsqu'on pense éradication du terrorisme dans cette sous-région, on ne saurait, n'est-ce pas, ignorer l'élément, n'est-ce pas, de la frontière qui est souvent capitalisé par l'adversaire pour c'est-à-dire briser la dynamique révolutionnaire portée par les États, n'est-ce pas, souverainistes. Donc voilà la première raison. La deuxième raison reste, n'est-ce pas, le rapprochement idéologique, c'est-à-dire la similitude qu'il y a entre cette partie de la Libye aujourd'hui et l'idéologie qui est portée par les États de l'AES. Ces deux éléments aujourd'hui peuvent expliquer ce rapprochement. Et ce rapprochement n'est pas un rapprochement qui serait absolu. Si c'est une victoire, on doit davantage travailler pour que tous les autres États de l'AES, tous les autres États frontaliers à l'AES puissent aussi converger dans ce sens idéologique de rapprochement. Parce que la Libye n'est pas seulement le seul pays frontalier à ces États de l'AES. À côté de la Libye, nous avons le Soudan. À côté du Soudan, nous avons le Tchad. À côté du Tchad, nous avons au niveau ouest africain les États comme la Côte d'Ivoire, les États comme le Bénin, les États comme le Togo. Donc, l'enjeu fondamental aujourd'hui, sur le plan stratégique, c'est de travailler dans le sens d'avoir des alliances avec ces États voisins de l'AES, de telle sorte que un terroriste pourchassé dans cette sous-localité de l'AES puisse être facilement neutralisé de l'autre côté. C'est pour cela qu'on dénonce davantage la duplicité ou alors le silence ambigu de certains États dans cette sous-région, tels que l'Algérie par exemple, concernant le nord du Mali. On aimerait que ces États, n'est-ce pas, se prononcent de manière explicite pour qu'on essaye de voir comment contenir ce terrorisme qui, il faut toujours le préciser, a été imposé aux États africains par des puissances occidentales. J'ai souvent l'habitude de vous dire que c'est un terrorisme occidental. Ce n'est pas un terrorisme qui naît de nulle part, qui tombe du ciel comme la pluie ou qui pousse du sol comme des champignons. C'est quelque chose qui a été construit par les puissances occidentales et imposé aux États africains. Pour donc éradiquer ce phénomène-là, il faut fondamentalement un rapport de force. Et le rapport de force ne saurait, n'est-ce pas ici, être efficace si certains États voisins de l'AES continuent encore à briller par la duplicité, par la rapacité et même la cruauté telle que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc la Libye, déjà en accord avec l'AES, c'est déjà un pas franchi vers la configuration de ces alliances qui à terme permettront, n'est-ce pas, à ces États de l'AES de venir à bout à ce terrorisme
occidentale. En février dernier déjà, docteur Sango, il faut le mentionner, la Libye, à travers Benghazi, se rapprochait du Niger et ce pour apporter son soutien à travers le port de l'Est libyen qui devait permettre au Niger de renforcer les échanges et d'améliorer la situation alimentaire et médicale dans le pays, alors même que le Niger était sous le coup de plusieurs sanctions imposées par la CEDEAO suite au renversement de Mohamed Bazoum. C'est dire que les relations aujourd'hui entre Benghazi et le Niger, par exemple, vont bon train, mais également touchent aujourd'hui, c'est vrai, on parle beaucoup plus d'aide venant de la Libye, mais il y a aussi l'aspect commercial. Oui, il y a l'aspect commercial, l'aspect économique et Oui. même qu'il ne faut pas négliger. Parce que on ne doit pas seulement rester sur le plan militaire et sur le plan stratégique. Il y a les enjeux économiques qui vont avec parce que on voit généralement que dans ces batailles de libération, on utilise souvent l'élément économique pour tenir, fragiliser et même faire du chantage à ces États qui, à un certain moment donné, décident de prendre leur destin en main. C'est ce qu'on a vu récemment et on continue encore de le voir avec le Niger et le Bénin concernant, n'est-ce pas ici, le port, le pétrole nigérien qui a automatiquement besoin de passer par le port béninois pour se commercialiser au niveau international. On a vu que depuis qu'il y a eu cette embrouille diplomatique, le Bénin a maintes fois surfé sur cet élément stratégique économique pour faire du chantage à un pays comme le Niger. Donc aujourd'hui, avec ce rapprochement stratégique avec la Libye, vous voyez que ça permettra à ces États de l'AES de renforcer davantage leur résilience et de s'émanciper de ces chantages économiques qui sont caractérisés par les États de la CEDEAO et fondamentalement le Bénin. Donc aujourd'hui, si le Bénin continue dans cette logique de chantage, le Niger pourra facilement se retourner vers la Libye, étant donné que la Libye, à l'est de la Libye, il y a un port qui peut permettre au Niger, n'est-ce pas ici, d'acheminer son pétrole et de faire des échanges. Et parce qu'il y a aussi le caractère commercial qui est important, c'est-à-dire les échanges entre les peuples. Parce que cette guerre, parfois, met en difficulté les échanges, n'est-ce pas, des populations, non seulement sur le plan des marchandises, mais aussi et surtout sur le plan, n'est-ce pas, des ravitaillements en termes de denrées alimentaires. Donc, avec ce rapprochement, ça va permettre à la population de trouver une voie de mouvement qui leur permettra, n'est-ce pas, de contourner les conséquences de cette décision politique qui est portée par les États au niveau du sommet. Donc, c'est vraiment stratégique. Ça va au-delà du militaire pour recouvrir même l'enjeu économique et même commercial. On va peut-être ressortir par là, docteur Sango, sur cette thématique particulièrement, un rapprochement entre Benghazi et Niamey aujourd'hui avec pour objectif l'obtention de la souveraineté. Est-ce que c'est en l'heure, sachant que le pays aujourd'hui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, balkanisé? Les deux pays bénéficient certes du soutien de la Russie sur les plans défense et sécurité, mais sur le terrain, peut-on réellement parler de souveraineté à venir pour ces deux parties, enfin pour ce pays et cette partie de la Libye? Moi, je pense qu'on ne perd rien à rester optimiste. On ne perd rien à rester optimiste, c'est vrai. Les choses sont compliquées sur le terrain, mais j'ai souvent l'habitude de vous dire que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles et compliquées que nous n'avons pas espoir, que nous ne pouvons pas. Et c'est justement parce que nous ne pouvons pas que les choses sont généralement difficiles. Vous y percevez quand même une visibilité, c'est ça? Oui, il y a une sorte de visibilité, d'espoir et même de traçabilité que nous vivons sur le terrain. Parce que les contextes ne sont plus les mêmes. Nous ne sommes plus à l'époque de 1960 où, n'est-ce pas, l'émancipation des peuples africains était beaucoup plus des chimères, des mythes sur le plan international. Aujourd'hui, on voit que nous sommes à un contexte où les choses ont changé.
il faut mettre toujours en exergue, n'est-ce pas, cette configuration, j'ai souvent l'habitude de dire, cette défractation des pôles de centralité sur le plan international, et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, certains États africains bénéficient, n'est-ce pas, de cette défractation des pôles de centralité pour inscrire leurs États dans la dynamique des véritables souverainetés. Donc c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le monde n'est plus un monde unipolaire sur le plan, n'est-ce pas, concret et réel. Lorsque vous voyez les indicateurs économiques aujourd'hui et lorsque vous faites l'analyse stratégique même et même militaire aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le monde est en train de basculer d'un pôle ouest vers un pôle de l'est. Il y a l'enjeu de la puissance qui est en train de se jouer. Lorsque vous voyez par exemple la montée d'une puissance comme la Chine sur le plan international, aujourd'hui, la position américaine est querellée et querellable sur le plan international. Donc, il y a un renversement géopolitique qui fait en sorte que le combat d'émancipation des États africains aujourd'hui est un combat qui peut se réaliser et qui va même se réaliser parce que l'enjeu au niveau de la superstructure mondiale va se jouer surtout sur le sol africain. La bataille, c'est sur le sol africain. Les autres continents ont déjà tout. Il n'y a plus les choses à prouver là-bas. L'avenir, c'est sur le sol africain. Et je pense que cette défractation que nous vivons sur le plan international va également se réaliser au niveau africain. Parce que quoi? C'est le rapport de force qui permettra aux États africains d'obtenir leur souveraineté et leur indépendance. L'indépendance comme la souveraineté sont des éléments qu'on n'octroie pas. C'est des éléments qui passent indubitablement par les luttes, par les combats. Et puisqu'il y aura combat en Afrique, et nous sommes déjà en train de voir ce combat-là, c'est le plus fort qui va imposer sa position. Et je pense que le rapport de force va également se manifester en Afrique et ce rapport de force va permettre au continent africain d'inscrire sa voix dans la dynamique de la souveraineté internationale. Après avoir parlé du Maghreb et du Sahel, à présent uniquement le Sahel, on en parle avec le terrorisme qui sévit justement dans cette région de l'Afrique. On se souvient de cette lettre conjointement signée par les ministres des Affaires étrangères du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Par cette lettre conjointe, ces différents ministres donc des Affaires étrangères tentaient en tout cas d'attirer l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU, de sonner la sonnette d'alarme et, je cite d'ailleurs, dénonce et condamne fermement le soutien ouvert et assumé du gouvernement de la République d'Ukraine au terrorisme international, en particulier au Sahel. Il demande au Conseil de sécurité de prendre ses responsabilités face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme afin de prévenir ces actions subversives qui menacent la stabilité du Sahel, voire du continent africain. Voilà donc les propos, les demandes, les doléances de ces différents ministres ou alors représentants diplomatiques des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Docteur Sango, on s'en souvient comme si c'était hier, en fin de mois de juillet, une attaque contre les forces armées maliennes était donc perpétrée. Quelques jours plus tard, sur la page publique Facebook de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal, eh bien, on constatait une vidéo mettant en scène le chef de renseignement russe qui faisait des déclarations comme quoi le terrorisme, en tout cas, est donc soutenu par l'Ukraine dans cette zone-là, et c'était une victoire de constater ces attaques contre les FAMA, mais aussi les alliés russes. Docteur Sango, que peut-on attendre du Conseil de sécurité de la Russie quand on se souvient également que le Mali avait saisi le Conseil de sécurité accusant la France de survoler son territoire, de tenter de déstabiliser son territoire et que jusqu'aujourd'hui, aucune réponse? De manière péremptoire et constatatoire, il faut répondre par non. Rien, on n'attend rien, d'accord? La réponse c'est non, on n'attend rien de cette action-là parce que la façon dont les Nations Unies fonctionnent et sont organisées aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui s'attendre à ce que ces Nations Unies-là
prennent une décision qui puisse condamner, n'est-ce pas, l'Ukraine. Ils pourront peut-être faire des condamnations verbales et des condamnations discursives, mais jamais sur le terrain, ils ne pourront contraindre l'Ukraine à consommer, n'est-ce pas, la sanction. Pourquoi? Parce que déjà sur le plan fonctionnaliste, les Nations Unies souffrent déjà d'un handicap, n'est-ce pas, un congénital, étant donné que la méthode de prise de décision dans cette organisation est une méthode consensuelle. C'est-à-dire, il faut que les 15 États qui constituent le Conseil de sécurité des Nations Unies et fondamentalement les 5 avec droit de veto puissent se mettre ensemble face à un processus décisionnel. Or, on se rend bel et bien compte que les États qui forment le Conseil de sécurité, ou du moins les États détenteurs du droit de veto, sont des États qui ont des idéologies diamétralement dichotomiques sur le plan international. Cette façon de faire handicape donc la façon de contraindre les États à consommer des sanctions qui proviendraient même de cette institution. On voit qu'aujourd'hui, l'Ukraine, qui est, n'est-ce pas, ici empêtrée dans ce dossier, l'Ukraine est une puissance qui est adossée et supportée par une partie des pays qui forment le Conseil de sécurité aujourd'hui. Et fondamentalement, les États comme la Russie, d'accord, les États comme la France, par exemple, qui reste un allié indéfectible d'une puissance comme l'Ukraine. Donc, cette façon de faire montre donc que si ce dossier est mis sur la table, comme venaient de le faire les États de l'AOS, ce qui est sûr, les pays occidentaux vont mettre le droit de veto et la conséquence est que la décision ne sera pas prise au sens du droit international. Parce qu'il faut rappeler que sur le plan normatif, les Nations Unies, la Charte des Nations Unies est l'organe par excellence qui a la responsabilité de maintenir la paix et la sécurité internationale dans le monde. Son article 3 est clair là-dessus. Voilà l'objectif fondamental de la Charte des Nations Unies. Donc, si on était seulement sur un plan normatif et sur n'est-ce pas, sur une logique, n'est-ce pas, normale des relations internationales, c'est que la plainte ou alors l'action des États de l'AES envers contre l'Ukraine déposée au niveau des Nations Unies, c'est que cette action-là connaîtrait, n'est-ce pas, une issue positive. Parce qu'on ne va pas chercher à mettre les intérêts idéologiques, les intérêts géopolitiques et tout ceci dedans. Non, on va juste surfer sur le droit et on va dire le droit. Or, à l'état actuel des choses aujourd'hui, les Nations Unies ont cédé, n'est-ce pas, la place à la politique. Au lieu de dire le droit, au lieu de rester dans la normativité, c'est plutôt la politique, les idéologies, les intérêts géopolitiques qui caractérisent aujourd'hui les Nations Unies. C'est pourquoi, pour répondre à votre question, il ne faut rien attendre de cette action des États de l'AES. C'est une action qui va passer comme une lettre dans la poste, comme bien d'autres actions. Il faut rappeler que quand commença ce processus de révolution des États de l'AES, le pays qu'on appelle le Mali a eu à déposer une plainte dans cette institution. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas pris la peine d'ouvrir le dossier de cette plainte-là. Donc, c'est des indicateurs qui montrent que la Charte des Nations Unies aujourd'hui est un instrument qui n'est pas au service des États dans le monde. C'est un instrument qui est au service des enjeux politiques et géopolitiques d'une catégorie d'États que nous connaissons très bien. Elle est instrumentalisée aujourd'hui, cette Nations Unies. D'accord?
elle est utilisée pour des ambitions géopolitiques. Le monde est aujourd'hui dans la violence. Il n'y a pas que le Sahel. Il faut mettre également sur la table la crise israélo-palestinienne qui chauffe actuellement. Il y a la crise russo-ukrainienne. Mais on voit que face à ces multiples crises, il y a des comportements différents en termes, n'est-ce pas, de l'affirmation du droit. Au moment où on condamne avec la dernière énergie, n'est-ce pas ici, Vladimir Poutine dans son opération spéciale militaire, on adoube Benjamin Netanyahu au niveau de la Palestine et de Gaza, qui assassine tous les jours les Palestiniens, qui tue et qui pille les enfants, les femmes, qui bombardent les hôpitaux sans que le droit international puisse, n'est-ce pas, l'inquiéter. Donc, cette façon de faire démontre tout simplement et corrobore les analyses que je fais fondamentalement ici tous les jours en disant que le droit international comme la Charte des Nations Unies n'ont de sens que par rapport au rapport de force. C'est un rapport de force fondamentalement. D'où la nécessité de construire les indices de puissance de chaque État. Parce que quoi? Si un président comme Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, bombarde Gaza, tue les Palestiniens, assassine les enfants sans qu'ils ne soient interpellés sur le plan international, c'est justement parce qu'il sait qu'il a un indice de puissance qui le protège. D'accord? Si un président, à un certain moment donné des États-Unis, avait eu le culot d'aller tuer le président irakien Saddam Hussein et de le pendre devant la télévision, c'est justement parce qu'il avait l'indice de puissance qui le protégeait. D'accord? Et c'est ce même comportement qui a permis à cet ambassadeur belliqueux ukrainien de faire cette sortie théâtrale au niveau du Sénégal pour soutenir les terroristes au nord du Mali. Parce qu'il se sent protégé par l'indice de puissance. Donc, moi je dis aux États africains que au lieu de rester encore aveuglés dans ces institutions internationales qui ne servent plus à rien pour le continent africain, il faut plutôt travailler dans la dynamique de la construction de votre indice de puissance parce que c'est celui-ci qui va vous permettre de faire face à ces différentes attaques, à ces différents soutiens terroristes, mais aussi et surtout à vous défendre et à vous imposer sur le plan international comme des États respectueux, des États qui sont des acteurs des relations internationales. Regardez un pays comme la Corée du Nord. La Corée du Nord ne gesticule pas trop dans les relations internationales. La Corée du Nord n'a pas une économie aussi puissante, diriez-vous. Mais c'est un pays qui a compris une seule chose, que les rapports entre les États, les relations internationales sont des relations essentiellement basées sur la violence. Et que pour être donc survivant dans ces relations internationales, il est important de construire son outil de violence, son outil, n'est-ce pas, de puissance, qu'on appelle en politique le monopole de la violence physique légitime. Regardez comment les États-Unis, n'est-ce pas, se comportent envers la Corée du Nord. On ne leur parle pas avec condescendance, d'accord? C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de la Corée du Nord, on respecte parce qu'on sait que ce petit pays, entre guillemets, a une capacité de frappe réciproque qui peut frapper les États-Unis à partir de leur territoire. Donc, c'est cette façon de faire que les États africains doivent aujourd'hui intégrer et comprendre qu'il est davantage important de se projeter en termes de puissance. À un certain moment donné, on a souvent l'impression que les Africains ne veulent pas être puissants. Et il y a un ouvrage que j'ambitionne souvent. Et si l'Afrique refusait le développement, comme le développement, on peut également poser la question de savoir, et si l'Afrique refusait d'être puissant? Donc, c'est à nous aujourd'hui de construire notre puissance, de ne plus rester dans ces manipulations des institutions internationales, comme nous sommes en train de voir là aujourd'hui, parce que la solution ne viendra pas de là.
telle qu'elle a été structurée, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, les Nations Unies sont un cancer pour la libération des États africains. Et cette sortie alors du Sahel aujourd'hui à travers le Mali, le Burkina Faso et puis le Niger, que représente-t-elle finalement? Est-ce ce que vous appelez souvent une agitation de surface? Est-ce une façon de vouloir s'imposer justement dans ce rapport de force? Une façon de s'imposer sur la scène internationale, tout simplement, de faire entendre sa voix pour appeler au témoignage, ou alors, oui, on va dire ça comme ça, à l'opinion publique et l'opinion internationale à constater les faits? Je suis sûr, parce que ces États de l'AES-là sont aujourd'hui dirigés par des hauts stratèges, des militaires qui ne sont que des acteurs de la stratégie. Je suis sûr qu'en posant cette action-là, c'était beaucoup plus dans le sens communicationnel et de l'opinion internationale. C'était beaucoup plus dans le sens de mettre les Nations Unies face à leurs responsabilités. Mais je ne pense pas que c'est dans le sens d'attendre de ces Nations Unies une véritable solution, une réponse qui viendrait contraindre l'Ukraine à répondre de son acte, n'est-ce pas, besogneux qu'il a eu à commettre envers un État comme le Mali. Parce qu'il faut rappeler que sur le plan du droit international, si ce droit international pourrait encore exister, ce que l'Ukraine a fait là est une infraction sous un triple angle. Parce que premièrement, l'Ukraine a violé la souveraineté d'un pays comme le Mali. Deuxièmement, l'Ukraine a violé l'intégrité territoriale d'un pays comme le Mali. Et troisièmement, l'Ukraine, n'est-ce pas, a fait la promotion du terrorisme qui est rejeté par tous les États sur le plan international. D'accord? À partir de ce moment, la condamnation de l'Ukraine ne devrait plus faire débat. Ça ne devrait plus faire débat. Je pense même que si on était dans une scène internationale encore normale, on n'aurait pas attendu que les États de l'AES déposent la plainte au niveau de l'ONU. L'ONU devrait s'auto-saisir parce que c'est sur l'un des éléments fondamentaux de ces objectifs que cette action-là a été posée. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Or, au Mali, il y a eu violation de la paix. Il y a eu violation de la charte des Nations Unies. Pourquoi donc attendre que les États, n'est-ce pas, ici, en victime, puissent s'en plaindre? Et même lorsqu'on s'en plaint, qu'est-ce qu'on en fait de manière responsive? Donc, moi, je pense que l'action des États de l'AES est beaucoup plus une action communicationnelle qui vise à montrer à l'opinion internationale que voilà ce que les Nations Unies font en termes de comportement. Ça permet une fois de plus d'isoler ces institutions-là et de permettre aux États du monde entier de comprendre son impuissance dans le sens, n'est-ce pas, du fonctionnement des relations internationales. Parce qu'il faut le dire, l'un des éléments aujourd'hui qu'il faut mettre sur la table pour comprendre les Nations Unies, c'est que si cette institution-là existe, c'est fondamentalement parce qu'il y a des États membres. Donc aujourd'hui, si les États décident du point de vue de leur souveraineté de se retirer de cette institution, directement, cette institution-là va mourir d'elle-même parce qu'une institution ne peut pas vivre sans les membres. Donc voilà l'enjeu fondamental qui est en train de se tourner aujourd'hui, décider aujourd'hui à travers ces multiples actions que posent les États africains sur cette institution. L'enjeu est de la détruire au même titre que certaines institutions sont en train de mourir en Afrique, telles que le G5 Sahel, telles que la CEDEAO et même cette Union africaine qui va dans l'avenir aussi s'inscrire dans cette dynamique. Je vous entends, docteur Sango, mais fallait-il un appui également de la Russie qui a été ouvertement indexé dans cette vidéo de soutien aux terroristes, qu'on va appeler ainsi, sur le territoire sahélien.
On se souvient que le chef donc du renseignement ukrainien rappelait à toutes fins utiles que l'Ukraine poursuivra la Russie peu importe où elle se trouve et avait totalement le droit de le faire car agissant en droite ligne avec le droit international et donc ne commettait aucune infraction parce qu'elle est agressée, elle a le droit de poursuivre son agresseur sur tous les territoires et partout et ceci se fait donc en Afrique où les paramilitaires ont été invités sur le territoire pour poursuivre dans le discours de celui-ci. Et au vu et au su de tous, on constate la faiblesse, entre guillemets, de la Russie et ses paramilitaires puisque des informations sensibles ont été divulguées permettant l'attaque qui a eu lieu en fin juillet 2024. Peut-on dire qu'il fallait ou alors qu'il faut un appui de la Russie en termes de communication pour que cela fasse un effet boom au sein du Conseil de sécurité de l'ONU ou simplement au sein des Nations Unies? Où avez-vous constaté la faiblesse de la Russie? Je citais le chef, le chef du renseignement ukrainien. Ok. Pour répondre à votre question, il faut tout simplement dire que nous sommes tous d'accord aujourd'hui, à travers les actions sur le terrain, que nous sommes en train de vivre un véritable décentrement de cette guerre russo-ukrainienne de l'Europe pour l'Afrique. L'Afrique est aujourd'hui en train de se présenter comme ce terrain d'opérationnalisation des enjeux géopolitiques de ces puissances occidentales qui s'entrechoquent dans leur territoire, au même titre qu'ils l'ont fait pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Mais sauf que le comportement de l'Ukraine, qui veut rester dans cette logique de continuité de la guerre russo-ukrainienne sur le territoire africain, n'est pas conforme du point de vue du droit international. Parce que cette Ukraine est en train de convoquer le droit international aujourd'hui en disant que la Russie est un État agresseur. Sur le sol africain, la Russie n'est pas un État agresseur. D'accord? Laissons même l'affaire de l'Europe. Disons même que, ok, en Europe, la Russie a agressé l'Ukraine et a violé son intégrité territoriale. Mais en Afrique, ça ne peut pas être le cas parce que la Russie est présente en Afrique aux côtés des États souverains et indépendants. D'accord? Aux côtés des gouvernements officiels. La Russie ne combat pas aux côtés des gouvernements officieux, aux côtés des rebelles. Ce qui n'est pas le cas avec l'Ukraine qui a délibérément choisi le camp des rebelles, le camp des terroristes, le camp des séparatistes contre les gouvernements officiels qui ont, du point de vue politologique, le monopole de la violence physique légitime. Donc, en convoquant le droit international aujourd'hui, dans cet idéal type d'analyse, on comprend qui est agresseur et qui est agressé. On comprend qui a violé le droit international. D'accord? Vous ne pouvez pas nous dire que vous venez combattre contre des terroristes qui militent pour le séparatisme d'un État. Étant donné que la sécession est une infraction politique qui est condamnée par le droit international et par tous les États sur le plan international, et vous prévaloir de ce même droit en disant que la Russie est un État voyou, un État agresseur. Vraiment, c'est naïf de le dire, c'est-à-dire c'est incongru de le dire, c'est quelque chose qui ne passe pas, n'est-ce pas, dans les têtes de quiconque connaît le droit international. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a même plus besoin de connaître le droit international pour comprendre les enjeux géopolitiques qui traversent aujourd'hui le continent. Un pays ou une puissance qui décide de travailler avec ceux qui travaillent pour mettre en mal l'intégrité d'un État, on comprend bel et bien que ce pays-là est un pays qui a décidé de violer le droit international et de travailler aux côtés de l'ennemi. Il faut rappeler que le droit international est clair. Le droit international interdit tout État sur le plan international d'héberger des ressortissants de cet État qui milite pour la déstabilisation du gouvernement officiel. C'est dans ce même titre qu'au Cameroun, par exemple, dans cette guerre qui oppose le Cameroun aux séparatistes du nord-ouest et du sud-ouest, on a posé le problème du droit international en disant que c'était de la responsabilité de tous les États qui hébergent les Amazoniens en Europe de mettre à la disposition
du gouvernement camerounais, tous ces individus qui militent pour la déstabilisation du Cameroun à partir des autres États étrangers. Donc, vous comprenez que le droit international, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise lorsque on veut servir ses intérêts. C'est quelque chose qui est objectif. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit manipuler, comme on l'a manipulé pendant plusieurs années. Or, aujourd'hui, nous disons que cette manipulation-là doit s'arrêter. D'accord? Au Mali, le terroriste, c'est l'Ukraine qui a décidé de manière officielle de lutter aux côtés des djihadistes, aux côtés des terroristes qui veulent déstabiliser le nord du Mali en le balkanisant. Nous disons que ça ne va pas se passer. Il faut dénoncer cela. Et l'Ukraine ne peut pas aujourd'hui se prévaloir du droit international pour dire que la Russie est, n'est-ce pas ici, un État agresseur et qu'il faut la combattre partout dans le monde. C'est faire une fausse analyse, c'est faire une fausse conception du droit international et nous comprenons tout simplement que cette façon de faire s'explique tout simplement par le fait que cette Ukraine même-là n'agit pas par elle-même, d'accord? Derrière elle est aujourd'hui manipulée. Et c'est là où il faut aussi parler de l'influence. Il ne faut pas seulement parler de l'influence de la Russie lorsque les États africains décident de se lancer. Il faut aussi parler de l'influence des puissances occidentales et du bloc outanien qui manipule l'Ukraine et qui fait en sorte que cette guerre russo-ukrainienne ne s'arrête pas. Parce qu'il y a longtemps, si ça ne dépendait que de Zelensky, que le cessez-le-feu aurait été signé. Mais il ne peut pas le faire parce qu'il ne s'appartient pas. Il est là pour remplir les intérêts des puissances occidentales. Donc voilà, en quelque sorte, comment il faut lire aujourd'hui cette actualité géopolitique qui traverse, ou du moins qui veut utiliser le territoire africain pour des intérêts totalement géostratégiques. Merci, Dr Sango. C'est sur cette note que nous allons refermer cette émission Regard panafricain sur la 96.3 FM For You Radio. Je rappelle que vous nous regardez également sur For You Télévision. Vous nous receviez à travers nos plateformes internet For You Média Africa. Merci pour votre fidélité. Dr Sango, rendez-vous la semaine prochaine. C'est moi qui vous remercie et je remercie aussi les téléspectateurs, téléauditeurs qui ont pris du temps pour nous écouter, sans oublier la technique qui a été magistralement portée par Kelly comme toujours. Merci encore une fois de plus de m'avoir convié à cette émission. Merci à ceux qui nous ont écoutés sur la 96.3 FM. Merci à ceux qui continuent de nous suivre. L'information et les programmes se poursuivent sur notre média. Merci à Kelly qui était à la mise en onde de ce programme. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Au revoir, Benghazi.